tester. Ça prenait plus que 2 semaines, 3 semaines pour avoir un résultat. Pas nécessairement le bon résultat, mais juste un résultat. Donc, on a réalisé que ça va prendre plus que 12 ans pour finir le projet. C'est à cause de ça que j'ai commencé avec ce chemin-là. C'est super intéressant. Alors, merci beaucoup, Carter. De mon côté, je vois toujours pas de questions dans le chat. On est peut-être prêt à passer à la prochaine présentation. Je te remercie encore beaucoup pour ta présentation. Puis, on va se Merci à vous. rappeler de Lucie et Pamplemousse. Merci à vous pour l'occasion. Excellent, merci. Donc, la prochaine présentation, le dernier mais non le moindre, on a Antoine Boudreau-Leblanc et doctoral student supervised by Bryn Williams-Jones from the Department of Social and Preventive Medicine of Université de Montréal. The title of his presentation is A Bioethics Ecosystemic Approach, Case Study, Biosurveillance and Collaborative Governance. Antoine, the floor is yours. Pardonnez-moi, j'ai pesé sur le mauvais bouton pour essayer de m'auto-donner la parole. Aucun souci. Moi, je pense que pour plusieurs, là, je vais vous faire virer là, vers un autre cap. On va changer d'univers, donc on va passer de la Terre aux planètes à, on va dire, la Terre à l'univers des idées. J'ai aussi amendé un petit peu mon titre de présentation. Je trouvais que ça faisait vraiment référence à ma thèse de doctorat, là, une approche écosystémique. Donc, c'est ça que j'essaie de rendre plus vulgarisé, plus applicable ou opérable dans ma thèse. C'est basé justement sur un travail collaboratif que j'ai réalisé là, avec des équipes de recherche là, depuis les 4 dernières années. Donc, voilà, j'ai décidé de transformer un petit peu mon titre pour le rendre plus simple puis plus proche de c'est quoi que je vais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, l'idée ici, donc ce que je vais vous présenter, c'est un petit outil synthèse, là, un petit outil de communication qui vise à essayer de vulgariser, d'essayer d'apporter l'éthique le plus proche possible des pratiques. Donc, le cas d'étude sur lequel je me base, donc moi, je suis beaucoup affilié à la faculté de médecine vétérinaire, donc aux enjeux qui sont liés, là, donc les enjeux, on pourrait dire planétaires, écosystémiques, donc qui sont liés avec la santé et l'environnement, dont l'antimicro-résistance, la surveillance des antibiotiques. Puis là, bon, j'écoutais toutes les présentations, je me disais, peut-être que mon exemple de cas là, va être un petit peu loin de la plupart des personnes qui sont en train d'écouter. Mais vous allez voir, là, en fait, l'idée, je vais vous présenter, là, donc l'éthique, en fait, c'est applicable à tout jeu de données ou à tout système de développement technologique qui vise à favoriser l'accès aux données, la valorisation de ces données. Donc, surtout là, dans toutes les présentations que j'écoutais en astrophysique, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de défis d'accès aux données, notamment entre des industries privées qui peuvent avoir certains accès sur certaines parties des données, certaines parties des algorithmes. Le public, donc par exemple, j'imagine la NASA ou donc différentes institutions là, qui pourraient être dans différentes juridictions et évidemment le milieu académique. Donc, je vais quand même garder certaines idées de mon exemple, puis mon étude de cas, mais ça va être très intéressant de pouvoir en parler par la suite, puis voir quel pont on peut faire avec les différents domaines d'études. Donc, comme je vous mentionnais, donc ça fait 4 ans que je travaille avec une équipe de recherche qui a eu le mandat là, donc, du gouvernement, du MAPAC, de développer un projet de monitorage. Donc, ici, c'est l'utilisation des antibiotiques. Donc, en médecine, bon, on s'entend, les antibiotiques, c'est très important, c'est très prioritaire là, de les utiliser. À mesure qu'on les utilise, c'est un phénomène assez biologique, c'est normal, les micro-organismes développent des gènes de résistance. Et de par ce phénomène-là, les antibiotiques qu'on utilise à la base deviennent moins performants. Donc, il devient obligatoire dans nos sociétés de suivre l'utilisation des antibiotiques, d'adapter nos pratiques, de les améliorer, etc. Mais vous comprendrez que l'utilisation d'antibiotiques, là, ici, on parle de médecine vétérinaire. On est dans un système, comme je vous parlais au départ, là, qui réunit énormément d'entreprises.
Donc, le milieu privé, le milieu technologique, notamment beaucoup là, les compagnies pharmaceutiques, entre autres, là, des logiciels qui permettent de collecter des données, des équipements, mais aussi, évidemment, le milieu professionnel, comme les médecins vétérinaires, le milieu académique, donc développer de nouvelles pratiques, et le gouvernement, évidemment. Donc, dans ce système-là, multi-acteurs, disons, développer un système technosocial qui réussit à évoluer dans le temps et à, disons, recevoir l'appui de l'ensemble des parties prenantes. On parle d'un système qui va devoir améliorer les pratiques par la suite. Donc, si on se met à dos les personnes qui utilisent les antibiotiques, ça devient difficile pour le changement par la suite. Donc, les personnes donc la faculté de médecine vétérinaire et moi, on a noué une bonne collaboration pour essayer de réfléchir aux différentes dispositifs qu'on devrait faire graviter autour de ce monitorage-là pour faciliter à terme son développement puis l'utilisation des données pour diverses fins, notamment la recherche, l'enseignement, l'amélioration des pratiques. Donc, à partir d'ici, je vais commencer à arrêter de discuter d'antibiotiques, puis vous allez voir, j'imagine que vous pouvez retrouver ces différents exemples-là dans l'ensemble des situations qui utilisent des données massives avec différents secteurs d'activité qui gravitent autour. Donc, les différentes questions pour essayer de se connecter du développement technologique jusqu'à des réflexions éthiques un petit peu plus profondes, approfondies, sont les suivantes. Puis, donc, c'est ceux que j'ai parcourus durant les 4 dernières années, puis je vais les parcourir là, avec vous durant la présentation. Donc, d'abord, on a toujours à se poser la question comment on va bien coordonner ce développement-là technologique. Première question de base qui se trouve directement à l'interface entre les instituts ou les expertises technologiques et bon, les gestionnaires, l'administration, le politique. Par-dessus ça, c'est important de se questionner ou du moins de rendre transparent le cadre de gouvernance dans lequel on s'introduit. Donc, c'est quoi les règles du jeu? Ou dit autrement, j'ai entendu beaucoup dans certaines consultations que j'ai faites, donc c'est qui réellement qui tire les ficelles de tout ça? Donc, de déclarer le cadre de gouvernance dans lequel on s'introduit, même voire des fois l'améliorer, le modifier pour répondre à la situation présente, c'est important. Et ce cadre-là doit venir expliciter deux choses fortes, importantes. Donc, la structure de la gouvernance, ce qui la rend matérielle dans on va dire, l'habitat social, mais aussi son fonctionnement. Le diable est dans les détails, donc c'est bien beau qu'on voit comment que la structure de gouvernance fonctionne, en fait, comment qu'elle est organisée dans l'espace, mais son fonctionnement est souvent là où toute la petite nuance se trouve. Puis par la suite, l'une des questions très, très encore difficile à poser, que je ne vais pas répondre, mais je vais laisser en ouverture avec quelques pistes de solutions, donc de définir qu'est-ce qu'un bon système technosocial ou un système de partage de données. Donc, d'abord, comment bien coordonner un développement technosocial? Peut-être certains d'entre vous être familiers là, avec les principes FAIR, donc l'équité des données. Donc, c'est un cadre qui est apparu là, en 2016, là, donc une publication dans Scientific Data. Essentiellement, ça s'inscrit, ou du moins, ça essaye de répondre à certains défis de l'open data, donc les données ouvertes. Donc, les principes FAIR peuvent se comprendre assez bien comme un code d'éthique. Donc, ce n'est pas normatif, ça ne vise pas à développer un protocole donc de mesure, donc 4 principes à suivre. C'est plus une disposition dans laquelle les gestionnaires doivent se poser au départ du projet pour avoir en tête les différentes dimensions desquelles on doit mettre en œuvre des procédures, des processus, afin qu'à terme, on ait un système plus équitable. Donc, les principes FAIR se voulaient en fait vraiment à l'interface entre la machine et l'être humain, donc faciliter les communications entre les systèmes de données, donc les machines, mais aussi les êtres humains qui les utilisent. Donc, pour les parcourir là, simplement, donc la découvrabilité, le F, findable, donc les données, mais aussi les bases de données doivent devenir découvrables. Donc, on a beaucoup, et probablement vous êtes au courant de ça, là, beaucoup de données qui sont latentes dans les labos de recherche, dans les gouvernements, un peu partout. Tout ça, pas parce que les gens sont de mauvaise volonté, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas au courant qu'ils sont situés à cet endroit-là. Donc, la découvrabilité.
et aussi donc, ce qu'on appelle les métadonnées, donc l'information qui gravite autour de la donnée pour pouvoir l'utiliser à la fin qu'on a besoin. Au moment que les données sont découvrables, elles ne sont pas forcément accessibles. Donc, autour de ça, on peut faire graviter là, tous les concepts là, en éthique juridique là, de consentement, de brevet, d'utilisation, de conditions d'utilisation, de licence. Après, même si nos données sont découvrables, accessibles, ne sont pas forcément interopérables. Hein. Les machines entre elles peuvent avoir de la difficulté à communiquer entre elles si le design initial ne leur permet pas. On peut penser aussi aux politiques interinstitutionnelles. Pensons à Mac, Windows. Ce n'est pas juste les machines qui sont incompatibles parfois, mais aussi les politiques entre ces deux institutions-là qui compliquent le partage. Puis le dernier point, donc la réutilisation. Donc, au départ de nos projets technosociaux, il faut souvent y poser une utilisation, une raison de pourquoi on veut créer ce développement-là. C'est important pour la transparence, pour vendre notre projet, si on veut. À terme, par contre, des fois, ça nous met des bâtons dans les roues parce que les systèmes évoluent, l'utilisation évolue, les connaissances évoluent et on veut utiliser ces systèmes-là pour d'autres fins. Et c'est là où on en arrive à devoir penser à un cadre de gouvernance, donc à quelque chose qui permet de donner, si on veut. Donc, voici ici la petite acronyme que je rajoute au principe FAIR, donc une Fairness Ethics, donc d'avoir une mesure, une capacité de réfléchir à la direction, à l'application et au sens qu'on veut donner à ces différents principes-là lors de leur opération. Donc, le restant de la présentation, là, je vais parcourir là, ces différentes lettres-là, ces différents principes-là. Donc, ça se veut là, dans le même esprit là, que le code des principes FAIR. Donc, des lignes directrices pour nous aider à penser les différentes étapes ou dimensions qu'il faut mobiliser pour justement en arriver à avoir une structure de gouvernance derrière le FAIR qui est également équitable. Donc, l'esprit de cet outil-là, ce n'est pas de réinventer la roue. Donc, c'est essentiellement d'assembler des méthodologies qui existent déjà, donc en sciences sociales, en sciences humaines, mais aussi dans différents domaines. Donc, vous allez sûrement entendre les mots-clés qui sont assez présents là, dans notre écosystème social. Mais l'idée, c'est d'être capable de bien les agencer pour faire ressortir l'esprit critique, ressortir notre capacité à remettre en question nos programmes puis les faire progresser. Donc, d'abord, comme je disais, le cadre de gouvernance doit se matérialiser en société, donc adopter ou s'incarner dans une structure de gouvernance qui soit, elle aussi, bonne ou équitable. Donc, le premier élément, c'est notamment d'en démocratiser les processus de délibération, de réflexion, de prise de décision. Le mot « empowerment » ressort beaucoup en société, on en entend souvent parler. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau. Je fais référence en éthique beaucoup à l'autonomie, autodétermination, responsabilisation des personnes. Mais ici, on peut penser aux personnes, mais aussi aux institutions, aux entreprises. Donc, leur donner la capacité d'exprimer leurs craintes, leurs appréhensions peut être fort important pour le développement d'un dispositif, notamment. C'est souvent eux autres qui vont mettre en œuvre plusieurs de ces rouages. Donc, s'ils peuvent nous communiquer des éléments, des barrières dès le début du projet, c'est quand même très important. Mais l'empowerment, ce n'est pas juste en mentionnant son mot, puis de donner de l'autonomie aux institutions, aux personnes, qu'on obtient une gouvernance collaborative, par exemple, de notre système de données. Donc, l'empowerment, cette autonomisation, on pourrait dire, des différentes parties prenantes, doivent s'inscrire dans un travail de documentation, de description pour les rendre plus matériels, pour les rendre plus visuels, tangibles. Et c'est par cette tangibilité-là qu'on peut après les mettre en dialectique. Donc, d'où l'idée d'un principe de traçabilité, donc de documenter l'évolution du discours des différentes parties prenantes est fort important pour savoir où chacun se positionne, pour quelles raisons et pourquoi. Donc, essentiellement, et pourquoi. Mais tout ça, donc cette traçabilité-là, cet empowerment-là, vient juste à prendre son sens si on vient instituer un habitat dans lequel un climat propice à pouvoir négocier ces positions-là, puis prendre des directions, prendre des décisions pour justement encadrer notre développement. Donc, voici le dernier principe, l'habitat, donc un organe de gouvernance collaboratif.
Donc, dans le projet là, sur lequel je collabore depuis les 4 dernières années, là, il y a quelques exemples de méthodes qui ont ressorti et qui me permettent d'illustrer ça. Donc, l'empowerment, une des bonnes manières pour l'illustrer, c'est les processus de concertation. On réunit l'ensemble des parties prenantes, privées, publiques, académiques. Donc, tout le monde sont intéressés par le projet autour de la table. Donc, nous, ça a été 2 grandes consultations jusqu'à aujourd'hui. On se poursuit par la suite, là, qui réunissaient là, une centaine de personnes, 60 départ, près 100 personnes. Donc, l'idée d'une concertation, c'est de chercher le consensus, notamment sur la vision du développement à long terme, puis aussi le modèle de développement technologique. Donc, des lignes directrices, des balises à ne pas franchir, par exemple. La traçabilité, l'idée, c'est d'aller plus en profondeur. Donc, une concertation, c'est très bien, mais souvent, 100 personnes, on a de la difficulté à nuancer certains détails, comprendre bien la position de certains. Donc, ici, là, en une année, donc entre 2019 et 2021 environ, on a conduit là, 12 consultations, plusieurs études qui documentaient les aspects, qui étudiaient, qui réfléchissaient sur les aspects éthiques, juridiques, que l'on pouvait ressortir des positions des différentes personnes de manière transparente, en communiquant toujours, évidemment, ces résultats-là pour s'assurer qu'on suivait bien l'évolution de leurs différents discours. Après l'habitat, donc il faut rapidement, dans le processus de développement technosocial, déclarer quelle va être l'institution ou quelle sera l'organisation qui va prendre charge du projet. Donc, qui tire réellement les ficelles derrière cette organisation-là. Et aussi, au mieux, avoir un bon modèle qui explique quelle sera la place ou comment les parties prenantes vont pouvoir s'exprimer à l'intérieur de cette organisation de gouvernance. Donc ça a été un modèle qu'on a déposé en 2021 et qui, l'année prochaine, va être le sujet de bonnes délibérations là, avec les parties prenantes à cet égard. Mais là, on en est rendu juste à la pointe du iceberg, bien que la chose la plus tangible que j'ai parlé là en ce moment, là, on vient de le couvrir. Le reste est souvent le nerf de la guerre, donc les petits détails, là, le diable est dans les détails, c'est souvent dans le fonctionnement qu'on les trouve. Parce que, donc, on va avoir autour de cette table-là, de cet organe de gouvernance-là, en fait, des individus, donc des positions de représentants qu'on veut représentatifs, mais évidemment, on n'a pas toute la complexité des intérêts, des facteurs d'influence qui gravitent autour de cet organe de gouvernance-là. Donc, le plus gros défi en éthique, c'est souvent de passer de cette dimension-là individuelle à la position qui est collective. Puis l'un des grands défis, c'est l'intelligibilité de ces différents phénomènes-là qui viennent transcender l'individu. Donc, par exemple, le système économique, le marché, les régimes ou la succession des élections politiques, donc des changements de gouvernement, donc différents aspects qui peuvent complètement changer la tournure de la gouvernance de notre système. Donc, comment qu'on en prend compte et comment qu'on retourne cette connaissance-là aux parties prenantes. Donc, je vous rappelle l'empowerment initial. Donc, l'intelligibilité, essentiellement, je pense qu'on s'entend tous que l'université puis les différents milieux d'expertise doivent jouer un rôle clé dans les développements technologiques, mais ça ne devrait pas être uniquement autour du développement de la cybersécurité ou de l'arsenal, si on veut dire, technologique. Les sciences, par exemple, sociales, les sciences aussi humaines, donc en éthique, en gouvernance, en démocratie, en politique, en économie, peuvent avoir un rôle clé justement pour nuancer, pour décrire les phénomènes sociaux qui sont en œuvre et qui entourent même le développement du système de monitorage qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, l'idée ici qui est explorée, surtout l'année prochaine, donc le modèle a été, on va dire, conceptualisé, discuté avec certaines parties prenantes. Et l'année prochaine, ça va être le gros du programme de développement sur la méthodologie, entre autres, d'un Living Lab qui est de plus en plus populaire, donc de retourner autour de l'écosystème, donc de l'ensemble des parties prenantes, des milieux d'expertise, pour réfléchir aux problèmes des parties. Au moment qu'on a décrit, une des choses qui est vraiment importante, c'est de passer à l'action, ou du moins d'encapsuler les consensus qui ont été atteints dans des
des éléments qui clarifient les règles du jeu pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, une des choses qui est de plus en plus proposée, qui est mise de l'avant, c'est, par exemple, une entente de principe qui pose un terrain consensuel, ou du moins certaines règles du jeu, pour que l'ensemble des parties puissent s'entendre. Donc, ces types d'ententes-là peuvent se réaliser dans des processus de délibération, là. Donc, le projet